Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous pour parler d'un film qui est sorti le 25 novembre 1992, puis le 24 novembre 1993 en France, d'une durée de 90 minutes. Je veux bien entendu parler de la sortie du film d'animation Aladdin, 31e classique des studios Disney. L'histoire d'Aladdin donc, un gamin des rues, un peu voleur, qui rencontre la princesse Jasmine, qui est un peu retenue dans le palais du sultan, et qui a décidé de se promener anonymement dans les rues d'Agraba. Mais à côté de ça, il y a le maléfique vizir Jafar, qui veut le pouvoir et la princesse. Arrive alors une lampe, un génie, un tapis volant, et plein d'aventures. Dans les personnages emblématiques du film, on peut aussi bien entendu citer les animaux, c'est-à-dire Abu, Raja ou encore Iago. Et c'est parti! On est en 1988 quand commence cette histoire. La production de La Petite Sirène est en cours, avec au sein de son équipe, nous l'avons vu, le compositeur et auteur Howard Ashman. C'est à ce moment-là que celui-ci décide tout seul d'écrire le début d'une histoire qui parle d'un génie et d'une lampe magique en s'inspirant d'un fameux conte des Mille et une nuits, mais en le mettant dans une époque moderne, dans un esprit jazz et humoristique. Il va écrire 40 pages comme ça, mais également 6 chansons avec son acolyte Alan Menken. Parmi ces 6 chansons, il y en a quand même 3 qui vont rester dans la version finale. Mais bon, le tout, ça plaît pas beaucoup aux équipes des studios Disney. Ils sont un peu en mode « ouais, ok, merci de ta participation ». Du coup, le projet va totalement être laissé de côté pendant toute la fin de la production de La Petite Sirène, puis va finir par être accepté par John Musker et Ron Clements, qui sont justement déjà les réalisateurs de La Petite Sirène. Et pour pouvoir accepter ce projet, ils vont devoir en refuser 2 autres, dont un scénario qui deviendra celui du Roi Lion. Ont-ils bien fait d'accepter le futur Aladdin à la place du futur Roi Lion? En tout cas, vous vous souvenez de Linda Woolverton, la scénariste de La Belle et la Bête? Et bah la revoilà, pour développer cette histoire en revenant à quelque chose de plus proche de l'histoire d'origine. Pour ça, elle va recréer le personnage d'Aladdin, mais avec un peu d'originalité, puisque pour adapter son scénario, elle va s'inspirer du film anglais Le voleur de Bagdad de 1940. Ils vont alors enregistrer des dialogues, monter le storyboard, et ainsi le présenter à Jeffrey Katzenberg, donc le président des studios Disney, en avril 1991, soit un mois après le décès d'Howard Ashman, qui avait été à l'origine de la création de ce film finalement. Bon bah, notre Geoffrey National, il va détester ce qu'on lui présente. Mais vraiment détester, il déteste même le personnage d'Aladin lui-même, qui pour lui ne provoque aucune attirance, aucune émotion, aucune sympathie. Donc il demande à ce qu'on refasse complètement le scénario. Mais par contre, il repousse pas la date de sortie prévue. Donc l'équipe se retrouve avec seulement plus qu'1 an et demi pour finir les modifications et sortir le film. Bonne chance. Bon bah pas le choix, va falloir embaucher des renforts, parce que comme ça paraît un peu impossible. Le président n'aimait pas Aladdin, donc va falloir rendre ce personnage attractif. Ça va être fait sous la direction de Glen Keane, qui va pour ça s'inspirer du comédien Michael J. Fox, mais également un petit peu de Tom Cruise. Et ouais, le mélange des deux, ça donne Aladdin. Ces 3 mois de travail, d'amélioration du film, vont vraiment être décrits comme un enfer pour les réalisateurs, mais ils vont quand même réussir à aboutir à une version qui va enfin être acceptée par Katzenberg. Autre moment clé de ce film, la pré-production, où la voix du fameux génie va être interprétée par l'acteur Robin Williams. C'est un acteur qui est connu pour être assez imprévisible, donc il demande à un acteur imprévisible de jouer un personnage qui est assez excentrique. Mais Disney l'a pas choisi au hasard, parce qu'il voulait vraiment apporter quelque chose de nouveau pour contraster avec le côté classique de La Belle et la Bête. Et ils vont avoir ce qu'ils voulaient parce que dès sa première séance d'enregistrement, Robin Williams ne va pas du tout suivre les dialogues qui étaient écrits. Il va complètement improviser les textes et les voix qu'il va prendre pour interpréter ce génie. Et ça va plaire à 100% au réalisateur, à tel point que Katzenberg va considérer Robin Williams comme un co-auteur du film et pas seulement comme un doubleur. Et tout ça, ça paye puisque Aladdin devient le film le plus original des studios Disney depuis Alice au Pays des Merveilles en 1951. Et Alice, c'était vraiment original. Pour sa production, bien évidemment, ils ont recours au système CAPS, donc le Computer Animation Production System, voilà quoi,
comme tous les films depuis les années 90. On en avait parlé pour le film précédent, c'est vraiment une révolution ce système, et ça va être là incroyable, notamment pour animer le tapis volant, mais également pour accélérer un petit peu la cadence, puisque là on est à la fin de l'année 1991, et il ne reste plus qu'1 an pour boucler le film. Le résultat, eh bien on continue vraiment dans la lignée d'or des studios, parce que même s'il est un peu moins aimé à l'époque que La Belle et la Bête, qui est sorti juste avant, il est quand même le film le plus rentable de l'histoire des studios à ce moment-là et jusqu'à la sortie du Roi Lion. Alors je le disais, il est un peu moins aimé, il y a beaucoup de critiques autour de ce film. La performance de Robin Williams va être critiquée et il va y avoir une grosse polémique de racisme autour de ce film. En effet, il est dit que la chanson Arabian Nights, à la sortie du film dans les salles de cinéma, a des couplets qui parlent d'une soi-disant violence de la culture arabe. Du coup, la chanson sera adaptée, modifiée pour la sortie vidéo du film, et la version qu'on connaît maintenant. La critique dit aussi que les héros, Aladdin et Jasmine, ont un anglais plus parfait et sont plus blancs que les méchants du film, qui eux sont considérés comme étant représentés plus bêtes, entre guillemets, et beaucoup plus foncés de peau, beaucoup plus typés arabes. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de polémiques, de stéréotypes autour de ce film. Il est d'ailleurs considéré comme le Disney le plus controversé de l'histoire sur ces sujets. Malgré ça, c'est un film qui va obtenir énormément de récompenses dans le monde entier, peut-être même plus que le Roi Lion. Et grâce à lui, Disney entre dans quelque chose de vraiment nouveau, puisque c'est le premier film à vraiment intégrer l'humour. Parce que oui, l'humour c'est la base de ce film, qui rappelle un peu par moments les premiers cartoons de l'époque de Walt Disney. Voilà, Aladdin c'est l'aboutissement, la conclusion de 70 ans d'animation. Et il est encore bien présent aujourd'hui, puisqu'il inspire toujours avec ses multiples adaptations cinématographiques et ses musiques qui font toujours chanter ce rêve bleu. Et à Disneyland Paris alors ? Eh bien, sans parler de la sortie des personnages qu'on peut rencontrer régulièrement, on a même un point photo avec la lampe du génie, où les personnages viennent. Aladdin est souvent représenté dans les spectacles, les parades. Il est d'ailleurs mis à l'honneur dans le nouveau show A Million Splashes of Color. On a une zone qui représente le passage enchanté d'Aladdin à l'entrée d'Adventureland, où on peut se balader dedans et voir des décors représentant le film. Ma mère m'a même dit qu'à l'époque, des fois il y avait Jafar qui se cachait dedans pour surprendre les visiteurs. Juste à côté, il y a le restaurant Agrabah Café, un buffet à volonté sur le thème d'Aladdin, connu pour son couscous, ses tagines, ses falafels, et j'en passe. Et puis on a même une attraction. Et pourquoi je fais cette tête ? Parce que cette attraction, elle est pas du tout dans cette zone. Cette attraction s'appelle les tapis volants, et elle est située dans la zone World of Pixar des Walt Disney Studios. Ne me demandez pas quel est le rapport entre Aladdin et Pixar. Bon, de base, dans l'histoire des studios, elle avait sa place, parce que c'était l'envers des studios de cinéma, en fait c'était le génie qui te filmait pour tourner une scène avec le tapis volant. Maintenant, avec l'évolution de la thématique des studios, c'est plus forcément hyper pertinent. Bon là, de toute façon, elle se refait une beauté, est-ce qu'elle reviendra comme avant ? On ne sait pas. On pourrait peut-être la déplacer et puis mettre un truc Pixar à cet endroit-là. Voilà, en tout cas, moi il fait aussi partie de mes classiques d'enfance. Et vous ? Qu'est-ce que vous pensez de ce film ? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.